Eh bien, bonjour tout le monde. Michael Sinatra, je suis le responsable du groupe de recherche aux éditions critiques en contexte numérique et ça me fait très plaisir de vous accueillir ce matin au nom de ma co-organisatrice Joyce Borrow à ce colloque du GREN qui va donc se dérouler sur 2 matinées. Notre équipe, en fait, pour information pour ceux qui ne le savent pas, existe depuis l'automne 2014, quand Dominique Foiret, Marcello Vitali Rossati et mon ami tristement disparu l'an dernier, Stéphane Sinclair, décidâmes de formaliser les collaborations que nous avions autour de cette thématique. Et le colloque étant aujourd'hui le premier depuis la disparition de Stéphane, il est évidemment dédié à sa mémoire. L'équipe a grossi avec le temps. À l'automne 2017, 4 membres se sont joints à nous, soit Elsa Bouchard, Joyce Borrow, que je viens de mentionner, Emmanuel Château-Dutier et Cécilie Rayner. Et nous avons obtenu notre premier financement du FQRSC au printemps 2018. Et je tiens officiellement à remercier au passage le FQRSC pour le financement qu'il nous accorde pour les activités de l'équipe en général et pour l'organisation et la tenue du colloque cette année à l'ACFAS. Et dans les années qui suivirent, d'autres membres se sont rajoutés. On continue de grossir, d'amener différentes perspectives, différents points de vue. Et plus spécifiquement, je tiens à souligner leurs contributions. On a Dario Brancato, Vanessa Chea, Raphaël Larrault, Jean-François Vallée, qui est là avec nous ce matin, Stéphane Vial et Darren Wessler. Donc, je nous souhaite un bon colloque pendant les 2 demi-journées à venir et j'invite maintenant Marcello Vitali Rossati à nous présenter notre conférencier plénier. Merci beaucoup, Michael. Donc, c'est un grand plaisir et un grand honneur de vous présenter Robert Alessi. Si on me demandait de faire les portraits de l'humaniste idéal aujourd'hui, ça serait le portrait de Robert. Comme vous allez le voir dans sa conférence, il se situe vraiment dans la continuité de l'esprit humaniste dans sa meilleure manifestation et il questionne la matérialité des textes pour comprendre leur sens, pour comprendre quelles sont leurs formes d'autorité, les formes d'autorité qui permettent d'établir les textes et de les comprendre, et quel rôle jouent les méthodes de travail, les protocoles, les formats. Et le numérique, ainsi, s'inscrit dans une continuité d'une longue tradition que Robert maîtrise parfaitement, un grand érudit. Il travaille au sein du laboratoire CNRS Orient et Méditerranée et ses recherches portent fondamentalement sur l'édition des textes médicaux grecs et arabes, sur l'histoire de la médecine, mais aussi sur l'informatique appliquée aux humanités, et j'en dirai quelques mots de plus. Dans ce qui concerne l'édition, il prépare actuellement une édition très importante des épidémies 2 et 4 pour la collection des universités de France, et donc c'est une première édition critique qui va prendre qui va prendre en compte l'ensemble de la tradition manuscrite, y compris la tradition arabe. Il s'occupe par ailleurs d'histoire de la médecine. Il a publié plusieurs textes sur les corpus Hippocraticum et sa tradition arabe en particulier. Et en informatique, je vais essayer d'écourter le plus possible la présentation. Robert, tu m'excuseras, mais on a envie de t'écouter plus que de m'écouter. Les travaux fondamentaux qu'il a fait en informatique et contributions fondamentales pour la communauté, je vais citer Ecdosis pour la réalisation d'éditions critiques avec export TI en LaTeX. C'est un paquet LaTeX absolument extraordinaire que j'ai testé et qui permet de faire des choses mirabolantes. ArabLuaTeX pour la langue arabe sous l'UALTEC. eSite qui permet de réaliser des index des passages cités et d'autres réalisations. Par ailleurs, c'est quelqu'un de très actif dans la communauté du libre et moi, par exemple, j'utilise des scripts et des petits paquets développés par Robert complètement adaptés à des environnements typiquement pensés pour des humanistes. Donc, avec cette idée de créer des environnements de travail qu'on peut partager dans une communauté de digital humanists. Donc, c'est avec énorme plaisir, Robert, je te remercie d'avoir accepté d'être notre conférencier plénier aujourd'hui et je te donne la parole. Alors, merci beaucoup, Marcello. Je commence à parler tout en activant le partage d'écran que j'espère
Est-ce que tout va bien? Oui, c'est parfait, Robert. Parfait. Merci beaucoup, Marcelo. Je te remercie très vivement et je dirais que je suis extrêmement flatté de cette présentation extrêmement avantageuse que tu as faite de moi. Et je dirais que cette présentation accentue un peu le stress que je peux avoir au moment de faire ma présentation. Je voudrais souligner aussi que cette question que tu as évoquée en dernier, à savoir le travail que l'on peut faire en collaboration pour rendre plus accessible et mieux maîtriser son environnement numérique, est effectivement très important. Ce que je dirais, c'est juste en passant que je souligne ce fait, les petits paquets sous Devuan que tu as eu l'occasion de tester et d'installer, je les ai écrits, mais si ils sont aussi commodes à utiliser qu'ils le sont maintenant, c'est bien parce que j'ai pu bénéficier de tes remarques, de tes observations et qu'on a pu travailler ensemble pour améliorer ce genre d'utilitaire. Donc, merci infiniment de cette présentation. Je remercie également Michael et les organisateurs du colloque Graines de leur invitation à présenter cette conférence plénière qui me flatte énormément. Et c'est avec un très grand plaisir que je vous présente aujourd'hui le sujet suivant de l'édition critique multilingue imprimée à l'édition numérique, l'autorité en question. Alors, j'affiche le plan que j'ai l'intention de suivre à partir de maintenant. Je pense que je tiendrai à peu près dans les 40 minutes. Et pour commencer, je dirais qu'on parle plus aisément de ce que l'on connaît un peu. Je ne tenterai pas de déroger à cette règle aujourd'hui. Et c'est pourquoi je voudrais commencer en posant deux limites à mon propos, c'est-à-dire deux définitions qui sont des limites, tout en formant l'espoir qu'ils puissent être de quelque intérêt dans d'autres domaines scientifiques que le mien. La première limite porte sur la notion même d'édition critique. Les étudiants en lettres classiques, c'est-à-dire dans un pays comme la France en latin et en grec, mais c'est un point important sur lequel on reviendra, n'entendent le plus souvent parler d'édition critique qu'après 1 ou 2 années de formation. À la fin de la licence, beaucoup n'ont donc de cette chose qu'une notion encore vague. Une édition critique, c'est avant tout un livre issu de la collection des universités de France, un budget comme on dit, un livre dans lequel on trouve un texte grec ou latin accompagné d'une traduction française en vis-à-vis. Il s'y trouve bien au bas des pages de droite un bloc compact de notes mêlant des numéros, des expressions latines et des signes cabalistiques, mais peu importe, car personne ne les lit. On se souvient bien d'avoir entendu 1 ou 2 fois un professeur attirer l'attention sur une de ses notes, mais cela n'a pas changé grand-chose à l'affaire, car même alors, on a plus ou moins attendu qu'il passe à autre chose. En revanche, tous les étudiants en lettres classiques conservent ce souvenir clair d'un élément très important auquel on pense moins. Dans une édition critique, le texte est précédé par une notice en 2 parties. La première porte sur l'auteur et la date du livre, dont elle fournit une analyse détaillée, tandis que la seconde porte sur la tradition manuscrite. Ici encore, c'est celle qu'on ne lit pas plus que les vilaines notes qui remplissent le bas des pages de droite. Mais on se garde d'ignorer la première, car on sait que cela ferait courir le risque de ne pas bien comprendre le texte, de passer à côté d'éléments essentiels que seul le contexte historique permet de saisir, de lui faire dire ce qu'il ne dit pas, ou pire, de commettre des anachronismes. On redoute en effet que le professeur ne s'en avise. Je fais ici une digression sur laquelle je reviendrai, car je ne voudrais pas poser cette première limite sans dire maintenant un mot de cet élément essentiel de toute édition critique. Dans ce meilleur des mondes qu'est celui de l'Internet, il n'a jamais été en effet aussi facile d'accéder aux textes classiques. Des collections telles que The Latin Library, Perseus ou encore la collection latine des textes du Packard Humanities Institute donnent un accès immédiat à de multiples versions des textes anciens. Tous sont pris à de bonnes sources et jamais depuis la Renaissance, ils n'ont été autant visités qu'ils le sont aujourd'hui. On sait bien à quelles éditions ils ont été pris. En vérité, le plus souvent les meilleurs auxquels il est permis d'accéder dans le respect de la loi. Mais c'est tout,
Quant aux éléments historiques qui permettent d'y entrer, il faut s'en remettre à des moteurs de recherche dont je tairai ici le nom, pour les trouver ailleurs que dans l'édition originale, à moins de se rendre dans une bibliothèque. Le principe d'édition critique numérique s'en trouve certes anéanti, mais sera renoué le lien entre l'auteur et son éditeur, celui qui a introduit, établi, traduit et commenté le texte. Cette dernière remarque me donne l'occasion de revenir sur la première limite posée ici, la notion d'édition critique. Après une longue course semée d'embûches à travers l'Antiquité, les classiques latins et grecs sont passés par les manuscrits du Moyen Âge et pour finalement arriver jusqu'à nous. Durant ce long voyage, ils ont été affectés non seulement par les fautes mécaniques inhérentes à l'acte de copie manuelle, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, par des phénomènes d'ordre historique et culturel. Faire une édition critique, dirons-nous, ce n'est pas autre chose que remonter le fil de la transmission et tenter de s'approcher d'aussi près que possible de la forme du texte original. Il s'agit d'un art, d'une techné, tout comme la médecine, techné iatrike est un art. Posons donc ici, si vous le voulez bien, l'art de l'édition critique, techné ekdotike. Comme l'art de la médecine, celui-ci fournit à l'éditeur l'occasion d'appliquer des règles précises. Que les règles de l'art, de la médecine ou de l'édition critique aient évolué ou qu'elles aient été renouvelées n'est pas la question. L'essentiel est de savoir comment elles ont évolué, comment elles ont été appliquées au fil du temps et si elles l'ont été de manière correcte. Tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, cet art comporte deux opérations fondamentales. La première opération est la recension, recensio. Il est en effet nécessaire d'analyser les relations qui existent entre les manuscrits qui donnent le texte. L'analyse des fautes communes entre différents manuscrits permet d'abord d'éliminer les manuscrits qui ne sont que des copies d'autres manuscrits conservés. Il en résulte que l'accord de deux manuscrits apparentés permet d'atteindre le texte de l'ancêtre perdu. On remonte alors de manière sûre le fil du temps, passant du connu à l'inconnu. C'est l'aspect le plus important, je dirais le plus fascinant de l'art de l'édition critique. Pour autant, il ne s'arrête pas à ce point. On passe donc à la deuxième opération. Une fois établies les positions des témoins conservés et perdus au fil du temps, l'éditeur doit en effet observer et analyser les variantes. C'est l'examinatio. Les leçons ne sont-elles pas authentiques, voire fautives? Dans ce cas, il en proposera une correction, emendatio. La correction n'est-elle pas possible? Le texte est-il trop corrompu? L'éditeur le consignera sous la forme d'un locus desperatus. Peuvent-elles au contraire, étant différentes, prétendre à l'authenticité? D'autres règles doivent être appliquées, la question étant la suivante. En latin, utrum in alterum habiturum erat, laquelle des deux devait passer vers l'autre. Et de la question vient une règle, difficilior lectio potior, plutôt la plus difficile à comprendre. Dans certains cas, il est difficile, sinon impossible, de trancher entre les leçons. Ces cas sont rares, mais il faut en relever l'importance pour le propos d'aujourd'hui relativement à l'autorité. En effet, le choix sera l'expression de la sensibilité de l'éditeur du texte et de sa grande familiarité avec son auteur. J'y reviendrai. Parler des choix opérés par l'éditeur, c'est aborder la question centrale de laquelle dérive la définition de l'édition critique des textes anciens. L'adjectif épithète critique vient en effet du grec kritikos, lui-même dérivé du verbe krino, qui est couramment traduit par juger, mais dont le sens fondamental est choisir, distinguer, séparer. D'Homère à l'époque classique, ce dernier sens est constant, comme l'illustrent les exemples que vous avez maintenant sous les yeux et que je vous laisse lire. Il en résulte que la lecture d'un texte ancien est un acte complexe, formé de la rencontre entre le lecteur d'une part et d'autre part l'auteur et son éditeur. Ce point est très important, car il place le lecteur face à une double autorité, celle de l'auteur et celle de l'homme de l'art, l'éditeur, dont les choix conduisent au texte. Mais au moment de passer à notre seconde limite, celle de l'autorité, il faut revenir un court instant sur la notice en deux parties qui précède le texte édité, dont on a souligné l'importance. Il faut ajouter ici
que la partie où est étudiée la tradition manuscrite ne porte pas que sur le classement des manuscrits. On y étudie également ce que l'on appelle l'histoire du texte, depuis l'état le plus ancien auquel il est permis de remonter jusqu'à la tradition imprimée. Où le texte a-t-il circulé? Dans quel état? Par qui a-t-il été lu, édité, commenté? Telles sont les principales questions. Critique et histoire du texte désignent donc deux mouvements qui sont les deux facettes inséparables de l'art de l'exotique. Comme on l'a vu, la première est une invitation à remonter le temps, à partir de ce qui est connu vers l'inconnu, tandis que la seconde, traitant de la circulation du texte depuis l'Antiquité ou le Moyen-Âge jusqu'à nous, sanctionne le mouvement inverse. Inséparables du texte et de son auteur, ces deux opérations consacrent l'autorité de son éditeur. L'autorité dont il s'agit n'est pas absolue, puisqu'elle repose sur une double enquête, critique et historique, qui forme un dossier dont les éléments sont disponibles dans la notice et au bas de chaque page dans la paracritique. Il est donc possible de la révoquer en doute. Prenons l'exemple de l'éditeur d'une édition imprimée d'Hippocrate, puisque tel est mon sujet. Celui-ci dit en effet à son lecteur: « Voici mon texte, et voici quels sont les éléments sur lesquels je me suis appuyé pour l'établir. » Dans la paracritique, vous apprenez que dans tel passage, j'ai choisi le texte de la tradition hippocratique contre celui qui est issu de la tradition galénique. Hippocrate contre Galien qui l'a commenté. La paracritique ne suffit pas. Pour comprendre la raison de mon choix, il faut consulter dans la notice la partie consacrée à l'histoire du texte. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? À cette question, et après vérification des éléments du dossier, le lecteur peut répondre: réflexion faite, non, je ne suis pas d'accord. Il est important de comprendre ici qu'une telle réponse suppose un lecteur averti, voire très averti, à défaut d'être aussi savant que l'éditeur lui-même. Il n'est pas question de confronter ici cette forme d'autorité à la notion d'autorité telle qu'elle a été étudiée par Hannah Arendt. Ce serait trop complexe. Dans son ouvrage récent sur l'éditorialisation, Marcello Vitali Rosati reprend et analyse son idée selon laquelle l'autorité est une forme d'obéissance qui est exercée en dehors de la persuasion ou de la violence. Voici le texte que je vous laisse lire. Dans cette analyse, si l'autorité ne peut reposer sur l'exercice de la raison ou l'analyse d'arguments, c'est que l'autorité elle-même suppose une relation hiérarchique qui contredit la persuasion. À travers une analyse pénétrante de la pensée politique dans les mondes grecs et romains, Hannah Arendt n'ignore évidemment pas que les mots latins auctoritas, l'autorité, et auctor, l'auteur, celui qui exerce l'autorité, il s'agit d'un nom d'agent en latin, dérivent du verbe augeo, qui signifie augmenter. Le détenteur de l'autorité est donc celui qui augmente la confiance, pour reprendre ici la définition primaire donnée par le dictionnaire Gaffio, le garant, le maître, la source du savoir. Hannah Arendt analyse aussi le rapport entre autorité et religion à travers le rôle des hospices, mais sans relever la continuité de sens qui se trouve entre auctoritas, autorité, augeo, augmenter, et augur, qui est un prêtre magistrat faisant partie d'un collège et dont l'action, qui est de prédire l'avenir, est soumise à des règles. Nous en revenons aux règles de l'art. À la différence de auspex, augur est un titre officiel. Cette relation entre augeo, auctoritas et augur le prêtre est magnifiquement illustrée par un extrait du discours de Cicéron sur la réponse des aruspices. Voici l'extrait que je lis dans ma traduction française. Avant toute chose, dit Cicéron, je considère nos ancêtres comme les garants, auctores, et les maîtres des cultes religieux, des hommes dont la sagesse me semble avoir été si grande que ceux qui sont assez, et même plus qu'assez sages, prudentes, sont ceux qui sont capables, je ne dirais pas d'atteindre leur sagesse, illorum prudentiam ad sequi,
mais de reconnaître pleinement, perspicere, quelle fut son ampleur. Ce n'est pas une définition, mais plutôt une illustration particulièrement éclatante de cette notion d'autoritas romaine. Relisons donc ce passage. Il ne faut pas oublier qu'il traite de l'autorité associée à l'application des règles d'un art, celui de l'interprétation des présages. Les ancêtres en sont les autorités et les maîtres. Par ailleurs, ils ont tellement excellé dans cet art que personne ne saurait les égaler. Illorum prudentiam adsequi, au sens propre, atteindre leur sagesse. Pour autant, quand on est soi-même un grand sage, on est en mesure de reconnaître pleinement l'ampleur de leur sagesse. Autrement dit, de vérifier l'autorité des grands maîtres. Pour tous les autres, l'autorité vient du prestige attaché à cette reconnaissance et non pas, pour revenir à l'analyse de Hannah Arendt, de l'examen scrupuleux des règles de l'art. Pour revenir à l'exemple de la question posée par notre éditeur à son lecteur, vous vous en souvenez, voici mes preuves et mon argumentation, n'êtes-vous pas d'accord avec moi? On peut donc penser à lui appliquer cette dernière illustration de la notion d'autorité. Et c'est un point important. Certains lecteurs vérifieront, d'autres ne le feront pas, mais savent que les preuves sont disponibles, peuvent être étudiées et de ce fait le sont. Il n'est pas encore temps de traiter des éditions critiques numériques, mais dès maintenant, retenons que le logiciel libre fournit au moins une analogie intéressante si l'on compare aux éléments fournis par la notice et l'appareil critique, et secondairement le commentaire, le code source de ces logiciels qui peut être librement lu et critiqué. Tout le monde n'est pas en état de faire ce travail, mais c'est bien le fait que d'autres peuvent le faire qui fonde la confiance de chacun sur le logiciel libre. Mais avant de passer au numérique et aux éditions numériques, quelques remarques sur les rapports entre tradition et autorité dans la transmission des textes classiques ne sont pas inutiles. Cela nous permettra de prendre la mesure de l'autorité, cette fois attachée à la personne de l'auteur. Une première remarque importante est que la question de l'autorité est directement liée à celle du nombre de copies d'un même livre qui sont disponibles à un moment donné. On comprendra aisément, par exemple, que la question de l'autorité d'un texte tel que celui du traité de Galien Ne pas se chagriner, dont l'édition Princeps date de 2007, après la découverte exceptionnelle, 2 ans plus tôt, dans un monastère de Thessalonique, 18 siècles après la mort de Galien, du seul manuscrit dans lequel le traité a été conservé, le Vlatadon XIV, ne se pose pas de la même manière que celle du texte du tragique grec, même si, de toute évidence, le traité de Galien a nécessité un travail philologique considérable. Ce problème de nombre s'est posé dès la plus haute Antiquité. Quoi qu'il en soit, de l'existence de vastes collections privées dès le VIe siècle, Pisistrate à Athènes, Polycrate à Samos, il n'est pas douteux que de telles collections étaient disponibles à Athènes à la fin du Ve siècle pour les représentations théâtrales, par exemple, ou pour l'enseignement. La fondation du musée d'Alexandrie par Ptolémée Philadelphe vers 280, puis de la bibliothèque, change tout. Car la fin pratique n'est plus la même. Non pas l'enseignement, mais la conservation. Chacun connaît l'histoire, racontée par Galien dans son commentaire aux épidémies 3 d'Hippocrate, des exemplaires des 3 tragiques envoyés par Athènes à Alexandrie contre un dépôt de 500 talents d'argent, mais jamais retournés aux propriétaires. Elle témoigne d'un zèle nouveau, celui de faire affluer en un même lieu le plus grand nombre d'exemplaires et les meilleurs de ceux-ci. Confronté pour la première fois dans l'histoire universelle à des exemplaires fautifs en grand nombre et ne pouvant par ailleurs assurer la conservation de tous, les savants alexandrins entreprirent alors un travail de comparaison dans le but d'établir un texte d'autorité. On peut en prendre la mesure à partir du texte d'Homère, dont on possède quelques fragments papyrologiques datés du IIIe siècle et qui donnent un texte souvent très différent, avec des vers non seulement disloqués mais beaucoup plus nombreux, parfois, que celui qui nous est parvenu par la tradition manuscrite. Cela prouve non seulement que les
alexandrins en ont établi un texte d'autorité, mais encore qu'ils en ont largement diffusé des copies officielles. Autrement dit, leur bibliothèque était aussi bien un centre de conservation que de diffusion. Et par l'activité de leur centre de copie qui approvisionnait le commerce du livre, ils finirent par imposer leur texte. Il faut dire que le remplacement des copies en circulation fut grandement facilité par le rapport personnel, qu'il s'agisse de la transcription des textes dans l'alphabet ionien utilisé à Athènes dès 403, de l'invention de la ponctuation et des signes diacritiques, ou de la disposition des textes versifiés, les exemplaires d'autorité qui sortaient de la bibliothèque étaient infiniment plus faciles à lire que les autres copies. Un dernier point. On a souvent insisté sur le fait que les alexandrins ne faisaient que placer dans les marges du texte des signes discrets pour ne destiner leurs commentaires qu'à un volume séparé. Cela ne doit pas faire oublier que le texte principal résultait lui-même du travail de standardisation dont on vient de parler. Mais, et c'est un point très important, ce travail fut extrêmement mesuré, car le texte ancien bénéficiait à leurs yeux d'une autorité sacrée, inviolable. Pour terminer sur cette question, je prendrai chez Galien, médecin, éditeur et commentateur d'Hippocrate, une seule illustration de ce fait, particulièrement éclatante, de cette révérence portée à l'autorité du texte ancien. Au deuxième livre des épidémies, l'histoire d'une maladie se termine par la phrase suivante. Vous l'avez sur vos écrans. J'en lis la traduction française. Sa queue, au pluriel en grec, pointait vers le temple d'Aphrodite. Épidémie 2, 2.20. Galien rapporte dans son commentaire la longue liste des interprétations et des interventions de ses prédécesseurs face à ce texte inintelligible. Et parmi ceux-là, il mentionne une correction proposée par Héraclite de Tarente au 1er siècle avant Jésus-Christ, dont la traduction est la suivante. Sa porte donnait sur le temple d'Aphrodite. L'ajout, et observez bien ce qui va maintenant se produire sur vos diapositives, l'ajout d'un simple trait au milieu d'une lettre que je vais faire apparaître dans le texte grec en rouge, vous le voyez, l'ajout d'un simple trait horizontal au milieu d'une lettre, c'est-à-dire à la place de ai urai, on lit ai turai, change complètement la donne et permet de retrouver la bonne leçon. À la fin de son compte-rendu, Hippocrate donne simplement l'adresse de la malade, ce qu'il est habitué à faire. Et pourtant, même s'il est convaincu et loue la conjecture d'Héraclide, Galien ne touche pas au texte d'Hippocrate, car la leçon litigieuse est donnée par l'état le plus ancien de la tradition. Cet exemple d'une méthode exceptionnellement rigoureuse permet de mieux prendre la mesure du caractère très conservateur de la tradition manuscrite. Il ne faut pas oublier que près de 1500 ans séparent le texte autographe de Sophocle du témoin le plus ancien qui nous permet d'en avoir connaissance. Les nombreuses disputes entre savants de la Renaissance nous fournissent de nombreux exemples de l'autorité qui était attachée aux auteurs. On choisira seulement ici celui du cardinal Bessarion, un grec né à Trébizonde qui fit ses études à Constantinople avant de venir en Italie en 1438 comme membre d'une délégation chargée d'étudier la question de l'union des églises grecques et romaines. Un autre épisode de la vie de Bessarion doit retenir notre attention. C'est ce que vous avez à l'écran lors de la lecture d'un passage de l'Évangile, selon saint Jean 21-22, à partir de la Vulgate latine, le grec Bessarion corrige une conjonction. Au lieu du latin sic, ainsi, qui veut dire ainsi, il faut en effet, d'après le grec éan, qui est la conjonction de condition, lire si. Mais cela ne fut pas du tout du goût de l'auditoire, pour qui chaque mot de la traduction de saint Jérôme était sacré. Cet épisode anticipe remarquablement la position qui fut celle d'Érasme quelques années plus tard. On peut la formuler ainsi. Préférence doit toujours être donnée à l'original. Cette observation est intéressante, car elle n'est pas sans rapport avec l'idée formulée par Marcello au sujet de l'espace numérique sur l'éditorialisation,
comme un acte qui consiste à donner une structure à un espace donné sur lequel est fondée l'autorité. Les autorités sont fortes et solides dans les espaces qu'elles structurent. On lit donc avec assurance et confiance le texte de la Vulgate à une époque où la connaissance du grec est encore mal assurée. Policien est sans doute le premier Italien de cette période connu pour sa maîtrise parfaite du grec. Erasme lui-même n'a réussi à apprendre le grec en Italie au contact d'Aldemanus qu'à partir de 1506, après avoir échoué en France, où le démarrage ne se fait pas avant l'arrivée à Paris de Janus Lascaris et de Girolamo Aleandro, donc en 1495 et 1508 respectivement. Se croisent ainsi différents espaces d'autorité, dans lesquels ce qui est assuré pour les uns est encore vague et incertain pour les autres. Aujourd'hui, après les progrès spectaculaires accomplis dans le domaine de la philologie au cours des 19e et 20e siècles, la situation demeure la même dans une assez large mesure. En particulier dans le domaine de la littérature grecque scientifique, l'idée qui prévaut est que la tradition arabe, dont on a pourtant reconnu l'importance depuis environ un demi-siècle, n'est pas déterminante pour établir les textes. À cela s'ajoute qu'à l'intérieur de chacun de ces domaines interviennent d'autres préventions qui font trop souvent obstacle à un examen raisonné des sources. L'une d'entre elles est l'idée que les textes transmis par les compilateurs ne sont pas dignes de confiance. Les citations, dit-on, ne sont pas littérales, elles sont mâtinées par la paraphrase quand ce n'est pas le goût de l'anecdote du compilateur. Le résultat est que l'on ne trouve au mieux dans les notices qu'une liste plate de références qui ne sont que rarement utilisées dans la paracritique. En d'autres termes, les espaces sur lesquels s'exerce l'autorité restent clos. Les limites sont comme des lignes de fracture au-delà desquelles on s'aventure comme sur un territoire sans cartographie. Prenons un exemple dans le domaine de la médecine grecque. Dans son ouvrage sur ses propres livres, Galien, qui vécut sous Marc Aurèle, parle de la mort qui frappa l'empereur Lucius Verus en 169 sur les bords du Danube. Nous savons qu'il fut déifié après que Marc Aurèle eut accompagné sa dépouille à Rome. La traduction grecque du livre de Galien ne donne cependant que la phrase suivante. Je la lis en grec. Ten apotessin Antoninos epoiesato. Antonin le fit enterrer. Apotessin. Au XVIIe siècle, cependant, et pas avant le XVIIe siècle, René Chartier, dans son édition monumentale d'Hippocrate de Galien, s'appuyant sur le fait historique de la déification de Lucius Verus, change le mot grec apotessin, enterrement, en apothéosin, apothéose. Et cette conjecture, adoptée par les éditeurs suivants, et semble-t-il confirmée par le manuscrit qui donne la traduction arabe du livre de Galien, faite par Hanan ibn Ishaq au IXe siècle. Donc, semble-t-il, c'est confirmé. Mais c'est oublié que la leçon des manuscrits grecs est à son tour confirmée par Ibn Abi Usaybiha dans sa monumentale compilation du XIIIe siècle. Comme vous l'avez à l'écran, Dafanahu, il le fit enterrer. Un exemple tel que celui-ci est une bonne illustration de la relation entre espace et autorité. Je veux dire, au sein de son domaine, l'éditeur peut conduire une enquête et fournir au lecteur un dossier structuré des témoignages et preuves qui ont conduit à ses choix. Il est en revanche bien plus délicat d'importer des éléments externes non maîtrisés. Et à l'intérieur d'un même domaine, l'exemple des compilations montre qu'il existe d'immenses territoires vierges. On peut y puiser des informations, mais faute de pouvoir les situer avec précision dans une tradition, on introduit des éléments d'incertitude dans les éditions. Au moment de nous intéresser à l'apport possible des éditions numériques, on voudrait commencer par un avertissement. Pour reprendre une idée développée par Marcello à propos de l'éditorialisation, l'avènement de l'ère numérique est le résultat d'un processus continu. Il faut insister sur ce point, et non d'une rupture brutale dans la tradition. Faire une édition numérique, ce n'est donc pas seulement commencer à saisir un texte dans un éditeur de texte, une traduction et une série de variantes, toujours dans l'éditeur de texte. En procédant ainsi, on obtiendra certes des résultats nouveaux. Par exemple, à partir d'un texte rigoureusement encodé en TU-XML,
sans parler de recherche, de mots en contexte, d'indexation, de lématisation ou encore de lien avec les dictionnaires, il devient possible d'extraire individuellement et d'aligner les textes donnés par les différents témoins. Un encodage plus fin permettra la segmentation en unités plus petites que le paragraphe. De même, si le texte est donné par un grand nombre de témoins, on peut utiliser le code XML comme input d'un logiciel d'analyse cladistique et on fait donc appel à la biologie et à la théorie de l'évolution pour établir entre les témoins des liens de parenté. Quoi qu'il en soit, de ces applications numériques qui donnent au texte malléabilité et ductilité, c'est-à-dire qui tracent des fils à travers les textes, elles ne redessinent pas fondamentalement la notion d'autorité. Avançons ici l'idée qu'en matière d'édition numérique, l'autorité est avant tout engagée par la méthode de travail. Reprenons donc le modèle offert par le développement du logiciel libre auquel nous avons fait déjà allusion. On peut dire que, même si le point de départ est extrêmement modeste, quelques centaines de lignes de code, un texte de base pourvu d'un premier jeu de variantes, eh bien tout bascule dès le moment du premier commit, opéré en ligne sur un système de contrôle de version distribué, tel que Git. Bien vite, à mesure que le travail gagne en importance, il échappe à son premier éditeur. Nous avons jusqu'ici étudié le cas d'une édition imprimée placée sous la responsabilité scientifique d'un éditeur ou d'un petit groupe d'éditeurs fermés, garant de la rigueur scientifique du travail. Mais le statut d'une édition qui suit le modèle de développement du logiciel est-il pour autant inférieur à celui d'une édition imprimée? Je dirais qu'il peut l'être au départ, mais il cesse de l'être si l'on s'avise que tout développement logiciel par nature est une activité continue. Il s'inscrit dans le temps comme la poursuite d'un travail sans cesse amélioré. Dans le monde numérique, le développeur cesse vite d'être seul face à son travail. Il reçoit bientôt des remarques ou des demandes qui le poussent à introduire de nouveaux éléments. Quand ce ne sont pas des patchs ou des pull requests. Ce dernier cas est d'ailleurs une bonne illustration d'un certain effacement de la personne de l'éditeur. Où sont en effet les éditeurs dans un travail qui prend bientôt la forme de l'empilement plus ou moins considérable des commits qui le composent? Où se trouve la notion même d'édition et de numéro d'édition dans un travail marqué par des tags de version, des haches de commit et des branches de travail? Faut-il utiliser telle version plutôt que telle autre version, plutôt que la version de développement? Telles sont les questions qui se posent. Mais il y a plus à dire. Chaque commit, que l'auteur soit identifiable ou non, qu'aient été utilisés ou non les attributs de responsabilité dans le langage d'encodage choisi, est une nouvelle instance de structuration qui s'ajoute ou se combine à toutes les autres. Nous en revenons donc à l'autorité. Prenons de nouveau l'exemple d'un traité scientifique grec, pourvu d'une tradition propre, mais qui s'est rapidement disséminée dans d'autres aires culturelles et géographiques à différents moments et parfois par plusieurs points d'entrée. L'insertion d'une nouvelle donnée peut venir du premier éditeur. Bientôt, elle donnera lieu à l'ouverture d'un ticket et après discussion à une fusion, pull request, merge, dans un nouvel instantané. À la fin, les erreurs passées, comme on l'a vu, dans les textes ou dans les apparats critiques en provenance d'espaces où l'on s'est aventuré sans trop d'assurance ou avec une prévention excessive, subsisteront-elles? On peut supposer qu'elles seront corrigées. Et ce n'est pas tout, car pour revenir à l'exemple fourni par les originaux grecs, leur traduction, puis reprise dans les compilations, les différents statuts ne sont pas les mêmes. Partant des originaux, traduction et citation font partie des témoins extérieurs. C'est la tradition indirecte, donnant lieu à un apparatus testium. Mais au point d'arrivée, les originaux font partie des sources, donnant lieu à un apparatus quantium, ce qui n'est pas la même chose. Ainsi, une modification introduite dans le texte source devra être consignée dans l'édition des traductions et des compilations
surtout s'il s'avère, comme on l'a vu, que la réception du texte dans une nouvelle ère culturelle se trouve plus complexe qu'on l'a d'abord imaginé. Et voici que les éditions numériques prennent la forme de projets liés les uns avec les autres et que l'on circule de l'une à l'autre. Au passage, soulignons rapidement que la multiplication des autorités au sein d'un même projet éditorial conduit à revoir la définition de ce que l'on entend par étude classique, une définition que j'ai posée au tout début de mon intervention, car on ne peut les limiter à celle du latin et du grec. Il faut y ajouter une solide formation en écriture numérique et accepter d'y joindre d'autres aires linguistiques que le latin et le grec, en formant au minimum des ensembles entre lesquels les textes ont pu circuler. Enfin, il semble que l'édition numérique renouvelle le rapport à l'autorité à au moins deux autres titres. Et c'est sur ces deux derniers points que je voudrais terminer. Les deux points sont les suivants: le nombre des données mises à disposition et le nombre des contributeurs. Alors d'abord, le nombre des données. Je passerai rapidement sur ce point. Chacun comprendra que les éditions critiques numériques peuvent inclure une quantité d'informations qu'il est absolument impossible de faire figurer dans un appareil critique imprimé. C'est pour cette raison que Samuel Haskey et Robert Caster, au sein du projet The Digital Latin Library, ont récemment travaillé au classement des types de variantes susceptibles d'être encodées. Prenons rapidement un exemple qui vient encore de la médecine grecque. Hippocrate a écrit dans son dialecte lionien, qui est aussi le dialecte des écrits scientifiques. Cependant, malgré la proximité géographique et linguistique de deux pays de langue dorienne, l'ionien d'Hippocrate de Kos n'est pas celui d'Hérodote d'Halicarnasse. Quant aux manuscrits, ils ne sont pas cohérents sur ce point. La solution choisie, vous l'imaginez, a donc été de normaliser le texte. Mais comme les variantes dialectales sont trop nombreuses pour entrer dans les notes, elles ont le plus souvent disparu des éditions. Et c'est un point important, car une édition numérique dans laquelle toutes ces variantes sont encodées permet donc de respecter, ou plutôt je dirais de retrouver, le principe de neutralité. Deuxième point, le nombre des contributeurs. Cette question par laquelle je terminerai est plus délicate. Dans une approche restrictive, on dira que le nombre des contributeurs est déterminé par la spécialisation dans un domaine de recherche universitaire. Les contributeurs sont alors des philologues avertis qui exercent les uns sur les autres un contrôle de qualité. Mais les éditions critiques numériques peuvent prendre d'autres formes. Dans le domaine du grec ancien, un exemple remarquable est celui de SOL pour Suda Online, un vaste projet d'édition collaborative lancé par le STOA Consortium dès 1998, soit, soulignons-le, 3 ans avant Wikipédia. Fort de quelques 200 contributeurs répartis dans le monde entier, Suda Online a été en mesure d'annoncer le 21 juillet 2014 que toutes les entrées de cette énorme encyclopédie byzantine du Xe siècle avaient été validées et publiées en ligne sous la forme de notices comprenant texte grec, traduction anglaise, notes, bibliographie et liens vers d'autres ressources électroniques. Il faut cependant souligner que chaque notice a fait l'objet d'un processus de révision et de validation rigoureux, dont toutes les étapes sont soigneusement consignées à la fin de chaque notice. Mais cela n'a pas empêché les responsables d'appeler les contributeurs à être audacieux. Regardons rapidement un extrait des conseils qui sont donnés aux éditeurs. Be bold in editing, even if you screw up very badly. Et plus bas, like translating, editing is never proprietary on SOL. Your name will remain attached to the entry as editor, however, in perpetuity. On sera particulièrement sensible ici aux deux derniers points décrits dans ce nouveau mode de production intellectuelle en raison de leur accord avec le modèle de développement du logiciel libre et de la documentation libre. Premièrement, le caractère non propriétaire de l'édition, la traduction et l'annotation des textes. Et deuxièmement, comme conséquence, le respect de la propriété intellectuelle des éditeurs. Un dernier exemple mérite d'être cité. Et c'est de cet exemple, à mon avis, même si je n'ai pas eu le temps sur ce point d'aller à fond de mes investigations encore,
c'est de cet exemple que se rapproche le plus, à mon sens, celui du projet de Marcello sur l'anthologie palatine. Je cite celui-ci en détail. Il se nomme The Homer Multitext Project. À juste titre, il a été salué en 2010 par Gregory Crane comme le projet le plus important aux États-Unis dans le domaine des études classiques. Il s'agit d'un projet collaboratif d'édition en ligne dont le but est de donner accès à une série de textes traduits et d'images des sources et témoins utilisés sous la forme d'édition diplomatique. Il faut souligner que le travail d'étudiants de premier cycle y a été particulièrement et est toujours particulièrement attendu et bienvenu. C'est un point très important. Comme le remarque Gregory Crane, la qualité des réalisations dépasse toutes les attentes. Ajoutons que les étudiants qui souhaitent contribuer sont invités par les responsables du projet à s'approprier les technologies qui ont été choisies par les fondateurs du projet, à savoir l'éditeur de texte et la validation du code XML, la ligne de commande Bash et l'utilisation de Bash sur un système POSIX, les systèmes de contrôle de version distribués, Git en l'occurrence, et les conteneurs d'application Docker en l'occurrence. Je dirais qu'il n'y a pas de meilleure conclusion, car cette approche rejoint, à mon sens, l'idée de la formation idéale aux études classiques décrites plus haut, alliant au contact direct avec les textes et les sources primaires une solide formation à l'écriture numérique. Une magnifique initiative permettant d'inscrire une formation millénaire dans le nouvel âge numérique. Une question par laquelle, et qui sera ma dernière question, je terminerai cependant, une question demeure. Dans le cas du projet Souda Online, et cette question je la pose peut-être même pour ouvrir le débat, dans le cas de Souda Online, le texte de référence est celui de l'édition Adler, publié entre 1928 et 1933 en 4 volumes. Texte c'est le texte de l'édition Adler qui est présenté par défaut sans apparat critique aux contributeurs, mais avec possibilité pour eux d'ajouter des variantes. On connaît en effet l'effet inavouable et inavoué de cela. Le site sera utilisé car il donne un accès facile, je reviens aux Alexandrins, il donne un accès facile et de grande qualité au texte, mais c'est l'édition Adler seule qui continuera à figurer dans les notes de bas de page, dans les articles et les productions savantes. Vous voyez, c'est la question de l'autorité qui se mord la queue, et c'est sur cette remarque que je terminerai cette présentation en vous remerciant de votre attention.